je vais inviter Laurent Midrier à nous rejoindre pour terminer cette matinée. Donc Bureau Veritas, qui nous parle de la certification. Je vous prie d'applaudir et je vous remercie d'applaudir Laurent, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Merci beaucoup et merci de l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer sur le sujet certification et intelligence artificielle. Je vous rassure, je ne donnerai pas la réponse à la question posée. Ça va résonner avec ce qui a déjà été dit ce matin. Mais avant, quelques mots sur l'entreprise, parce que souvent l'entreprise est peu connue. Alors premièrement, c'est une entreprise qui a 190 ans cette année. Elle a été créée en 1828. Et j'espère qu'elle passera les 10 prochaines années, parce que le sujet intelligence artificielle et certification est en fait un vrai sujet en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui a été créée lors de la première mondialisation au XIXe siècle et a été créée à l'initiative des assureurs. Et parce qu'à cette époque-là, les assureurs assuraient les cargaisons des bateaux. Et puis, il y a eu une série de naufrages. Les assureurs ont payé. Et puis, ils ont tous sifflé la fin de la partie en disant, à partir de bientôt, je n'assurerai des cargaisons que sur des navires qui sont bien conçus, bien construits et bien maintenus. Et pour vérifier la conception, la maintenance et la construction des navires, je vais créer des sociétés qu'on appelle des sociétés de classe, de classification, qui vont classer les navires et qui vont les suivre de leur naissance à leur mort et qui vont les noter. Et c'est sur la base de cette notation que moi, assureur, je déciderai ou pas d'assurer des cargaisons. Donc pour réduire le risque. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ces 190 ans, ces entreprises, d'autres entreprises ont été créées au même moment. Il y a Lloyd's Register en Angleterre, American Bureau of Shipping aux États-Unis. Ces sociétés n'ont pas changé de métier. Ce qui a changé, c'est qu'elles ont vécu toutes les révolutions industrielles. Donc maintenant, on est à la 4e. Ils ont vécu la révolution du béton, quand il a fallu commencer à s'occuper de la sécurité des immeubles de grande hauteur, la machine à vapeur, de l'électricité, de l'électronique. Et aujourd'hui, par exemple, un iPhone, il passe dans nos laboratoires et il subit 25 tests avant d'être mis sur le marché. Aujourd'hui, on parle d'interopérabilité, on parle de certification Wi-Fi, Bluetooth. Et finalement, la certification, elle concerne quasiment toute la vie courante. Je n'ose imaginer depuis ce matin le nombre de certificats sur lesquels vous êtes basé pour prendre des décisions sans que vous vous rendiez compte. Par exemple, le métro, on va aller certifier les gens qui font la maintenance du métro. Évidemment, dans l'agroalimentaire, tout ce qui est bio, la traçabilité, vous avez acheté des choses. Donc la sécurité alimentaire et la traçabilité alimentaire sont certifiées et vérifiées par des organismes indépendants. Il y a peu de choses de la vie courante qui échappent à la certification de produits ou de systèmes. Et finalement, on s'en rend compte quand il y a un problème. Alors pourquoi je suis là? Parce que d'abord, Alain a fait l'amabilité et la gentillesse de nous inviter, mais aussi c'est parce que notre sujet maintenant, c'est les data. Et on a travaillé donc avec Alain sur le RGPD à mettre en œuvre l'article 42 et 43, qui est la certification de la gestion des données privées au titre du règlement européen, pour faire un règlement de certification privée de management de ces données privées. Donc en fait, on continue à suivre les évolutions technologiques et effectivement, l'intelligence artificielle va être une nouvelle frontière pour la certification. Alors, je voulais voir 3 points avec vous. D'abord, qu'est-ce que c'est que la certification? Parce que même si vous la consommez sans le savoir, en général, les gens ne savent pas comment marche la certification et comment ça se passe dans l'arrière-cuisine. Qu'est-ce que c'est que la certification privée? Parce que souvent, la certification publique, la certification privée, la certification par les États. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un organisme privé de certification? Quel est son rôle, les limites de son rôle? Et finalement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va poser comme challenge aux organismes de certification privée? Alors, la certification, déjà, si on regarde les normes, c'est simple. La définition est assez simple. C'est une attestation donnée par une tierce partie relative à un produit, un process, un système de management ou une personne. Donc en fait, c'est une définition qui est très large et qui ne dit pas comment on le fait, ni à quoi ça sert. C'est une attestation. On pourrait très bien faire de la certification et donner une attestation sans rien faire, sans faire aucune vérification en amont. Ça va poser quelques soucis par la suite, mais ça ne dit pas que ça fait suite à un audit. C'est simplement une attestation. Donc c'est un état de fait qui est fait par une tierce partie, donc quelqu'un qui est indépendant de celui qui la demande, qui est structurellement indépendant de celui qui la demande. Ça, c'est pour le point de vue normatif.
Du point de vue économique, la certification, elle sert globalement à réduire la symétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur. L'acheteur, il ne peut pas tout vérifier de ce que le vendeur va lui proposer, que ce soit un service, que ce soit un produit. Et donc, il va faire confiance à une certification qui peut se traduire par un label, par une marque, en disant sur ces caractéristiques-là, quelqu'un d'autre l'a vérifié et je vais en prendre acte et je ne vais pas faire la vérification moi-même. Donc, en fait, la certification, elle est intrinsèque au commerce. Et c'est pour ça qu'elle est née lors de la première mondialisation, quand finalement l'économie s'est structurée, qu'on a commencé à acheter des biens à des gens qu'on ne connaissait pas et avec qui on avait une simple relation de commerce, alors qu'avant, on faisait du commerce avec des gens qu'on connaissait. C'est intéressant de remarquer que l'économie circulaire, on revient à ce qui s'est passé avant la première mondialisation. Ça, c'est l'aspect économique. Donc, elle est efficace d'un point de vue économique, puisqu'elle dispense l'acheteur et le vendeur de prouver un certain nombre de choses. C'est fait une fois pour toutes. Alors, du point de vue juridique, alors je ne vais pas m'aller sur le terrain des avocats, évidemment, c'est de la soft law, la certification. C'est de la soft law parce que, effectivement, c'est émis, les schémas de certification, par des industriels, par des organisations privées, par des organisations professionnelles, par des associations, tout ce que vous voulez. Mais ça prend une force juridique dès lors que ça va être visé dans un contrat, dès lors qu'une réglementation va dire, avant de mettre sur le marché votre produit, il faut qu'il soit conforme à telle norme. Et donc, cette certification, elle est réglementée. Elle est réglementée dès qu'il s'agit d'un consommateur, puisque toutes les autorités de la concurrence dans le monde protègent les consommateurs, en gros, des faux labels. Quand vous achetez de la nourriture bio, vous estimez que c'est de la vraie nourriture bio, et donc vous attendez que le système de vérification et de certification bio soit fiable et que vous n'ayez rien à faire. Donc en fait, entre la tromperie et la certification, du point de vue du consommateur, la marge est faible. C'est aussi en droit international, la certification est visée par l'OMC, puisque ça fait partie du chapitre des Technical Barriers to Trade, donc les barrières techniques au commerce, puisque ça, quelque part, ça peut être une forme de protectionnisme en empêchant un industriel de pouvoir vendre un produit sur un marché donné puisqu'il ne sera pas conforme aux normes de certification. Donc en fait, la certification de produit est régulée et vous avez des cas à l'OMC, des États les uns contre les autres sur des normes de certification qui sont rendues obligatoires pour pénétrer un marché. C'est très lié à la responsabilité du fait du produit. La certification de produit, c'est un des moyens pour le fabricant de montrer qu'il respecte, qu'il a pris des garanties sur la responsabilité du fait du produit. Donc en fait, la certification, c'est effectivement de la soft law. Ce n'est pas émis par des organismes législatifs, parfois c'est un peu l'exécutif. Et donc il y a souvent une bataille très forte entre les États sur les normes de certification. Je pense que vous en avez tous entendu déjà parler. Pour la société en général, finalement, la certification et la marque qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un signe de confiance. C'est-à-dire que les gens oublient la valeur économique, ils oublient la valeur juridique, et ils disent finalement, moi je vais faire confiance. Et donc, il y a une valeur un peu symbolique supplémentaire dans la marque de certification, parce qu'on veut y accorder autre chose. Je pense notamment au bio. Les gens qui achètent de la nourriture bio, c'est parce qu'ils en attendent plus que d'être correctement nourris. Ils ont d'autres intérêts et donc ils ont besoin de la confiance dans le label bio. Donc c'est quelque chose qui participe de la confiance. Je ne sais pas si vous connaissez le Trust Barometer d'Edelman. Donc c'est une entreprise de public relations qui fait un Trust Barometer depuis une quarantaine d'années pour le forum de Davos et qui montre que la confiance, en moyenne, s'érode envers les hommes politiques, les juges, les policiers, etc., que les sociétés font de moins en moins confiance à tout le système institutionnel, elles font confiance de plus en plus à leurs pairs, je vais faire confiance à quelqu'un qui est comme moi, et de plus en plus à des systèmes tiers, des universitaires, des ONG, parce que c'est là que je vais chercher ma source d'information. C'est une tendance qui est latente dans tous les pays du monde. Donc la certification, elle répond à ce besoin d'être quelque part rassuré sur ce qu'on va acheter, sur ce qu'on va consommer. Alors la certification privée. Alors, je vais déjà définir ce que n'est pas un certificateur privé. Un certificateur privé, d'abord, ce n'est pas un policier, parce qu'on n'a pas de pouvoir d'enquête.
On n'est pas une autorité administrative, on ne peut pas demander à l'entreprise qui va être auditée, on peut lui demander quelque chose, mais on ne peut pas l'obliger à nous fournir l'information dont on a besoin pour certifier. Prenez une DGCCRF, le jour où elle fait une enquête, ne pas lui répondre est pénal. Un certificateur privé, il n'obtient d'informations que de manière volontaire, puisque l'entreprise qui va demander la certification le fait de manière totalement en pleine conscience, et parce qu'elle en attend un avantage commercial. Donc on ne peut pas forcer à avoir des informations. Deuxièmement, même si c'est les assureurs qui ont créé les sociétés de certification, on n'est pas des assureurs. C'est qu'on n'est pas là pour indemniser financièrement les risques résiduels des produits. On n'est pas des universitaires, on ne fait pas de rapport à dire d'experts. On se conforme toujours à une norme. On ne dit pas on pense que, on ne dit pas c'est le meilleur état de l'art. On dit par rapport à, il y a toujours besoin d'un référentiel qui a été explicitement décrit et défini. On n'est pas non plus avocat, ça je pense que vous le savez, parce qu'on ne cherche pas la responsabilité. On constate, à un moment donné, c'est une photo, que quelque chose ou pas n'est pas conforme à un référentiel, et on ne dit pas si c'est grave ou pas. Ce qui nous intéresse en tant qu'organisme de certification, c'est la capacité de l'entreprise à corriger. Finalement, on accepte les non-conformités en certification, pourvu qu'on ait des mécanismes de correction de ces non-conformités. Et pourquoi c'est ça? Parce que la certification, finalement, quelque part, le métier, c'est de faire de l'évaluation de conformité. Et l'évaluation de conformité, c'est une démonstration qu'un produit, un process, une personne, un système répond à un certain nombre de spécifications. Et donc le certificateur, il pense sur l'avenir, puisque comme il va donner sa marque de certification, son label, finalement, il s'engage sur l'avenir. Il va s'engager vis-à-vis de l'utilisateur, du consommateur, sur le fait que ce qui a été dit, c'est bien ce qui est mis en œuvre. Donc l'auditeur, il est concentré sur est-ce que l'entreprise qui est en face de moi, le produit, va bien répondre dans le futur à ce à quoi il est censé répondre. Alors maintenant, si j'en viens à l'intelligence artificielle et les challenges. Je pense que le vrai challenge de l'intelligence artificielle, par rapport à l'automatisation, quand on réfléchit entre intelligence artificielle et automatisation, parce que l'automatisation via le software, ça fait longtemps que ça existe, c'est que l'intelligence artificielle a une marge d'indétermination. Quand on a un système qu'on a automatisé, on connaît ses lois comportementales, et donc il est prévisible. Du fait de l'intelligence artificielle et notamment des réseaux de neurones et du machine learning, on ne sait pas sur l'ensemble des situations comment le système va se comporter. On n'a pas une démonstration mathématique de dans telles conditions il va faire ça. Donc il y a cette indétermination, à mon avis, est au cœur du sujet par rapport à l'automatisation. Donc du coup, cet aspect boîte noire, quand on a un réseau de neurones, les gens vous diront je ne sais pas expliquer pourquoi il marche comme ça. C'est humainement aujourd'hui pas faisable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un projet de R&D de la DARPA américaine qui s'appelle XAI pour Explainable Artificial Intelligence, c'est-à-dire comment j'arrive à faire une intelligence que je pourrais expliquer, dont je pourrais expliquer les lois qu'elle a trouvées toute seule. Comment je la rends transparente, explicable. Et dès lors qu'elle va être transparente et auditable, elle deviendra auditable. Et ça, on a encore au niveau de la R&D. Alors, quand on ne sait pas expliquer comment ça marche, l'autre solution pour certifier, c'est de dire je vais vérifier sa fiabilité. Donc ça existe dans les process industriels. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi ça marche. Donc je sais que par l'histoire, c'est fiable. Ça fait 40 ans qu'on l'utilise. Ça a toujours marché, donc les marges de sécurité sont bonnes. Les règles de conception sont bonnes. Là encore, on est dans une époque où ça bouge très vite et on n'a pas ce recul statistique pour dire ça marche toujours. Dernier point. Alors, la fiabilité, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître des notions d'éthique, éthique du programmeur. On a parlé de déontologue, en disant finalement, comme je ne sais pas expliquer comment ça marche, je ne peux pas juger de la fiabilité, mais finalement, je vais faire confiance à celui qui l'a conçu. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a l'idée de faire un serment d'Hippocrate du programmeur en intelligence artificielle. Peut-être que demain, ce sera une profession à ordre, on ne sait pas. Mais finalement, je reviens à son concepteur en disant si le concepteur avait de l'éthique, peut-être que ce qu'il a produit sera bon. Ce qui veut bien dire qu'on n'a pas encore trouvé la solution aujourd'hui, ce qui fait que pour un organisme de certification privée, ça va être très compliqué de certifier l'intelligence artificielle. Parce que quelque part, c'est un transfert de crédibilité, c'est un transfert de liability aussi.
Dans une certification privée, il est responsable des dommages qu'il aurait dû voir, des dommages créés par le produit, si le produit crée des dommages qu'il aurait dû voir. Alors, trois points pour finir. Sur l'intelligence artificielle, je pense que ce qu'on voit, c'est d'abord l'intelligence artificielle qui est un moyen de programmer. C'est-à-dire, plutôt que de faire un code déterministe, je vais prendre du machine learning, je vais faire de la maintenance prédictive, je vais faire des tas de choses comme ça. Je vais entraîner mon algorithme et il va avoir un certain comportement, un certain nombre de fonctionnalités. Je pense que... Et je fige par contre finalement l'état de référence de ça. Je fige l'état de référence à un moment donné. C'est-à-dire que je ne continue pas l'apprentissage. Il a appris, c'est un moyen de faire du code plus rapidement. On voit bien que ça, je pense que ce sera certifiable relativement vite. C'est encore des sujets de R&D, mais on ira vérifier que l'algorithme qui a été choisi était le bon, hein, qu'il est adapté à la situation qu'on veut régler, que la base de connaissances sur laquelle on aura entraîné l'algorithme a été bien choisie, bien calibrée, qu'elle est juste, et que les programmeurs qui ont entraîné l'intelligence artificielle savent ce qu'ils font. On certifiera le process et on dira, à partir de cet instant-là, le système, dans ses fonctionnalités, on peut considérer qu'il est fiable, qu'il a un certain nombre de caractéristiques. Ce qui devient compliqué, et Alain l'a dit en début, c'est l'intelligence artificielle qui va continuer à apprendre. Puisque finalement, la certification, on donne une garantie pour l'avenir à un moment donné en fonction de fonctionnalités qu'on aura imaginées. Dès lors que l'apprentissage va continuer, que les fonctionnalités, le mode de raisonnement peut changer, la certification finalement va figer le système et surtout, un organisme certificateur ne pourra pas préjuger de l'avenir. Et dernier point, l'intelligence artificielle qui va décider, qui va prendre des décisions, avec un système de responsabilité qui aujourd'hui n'est pas clair, en termes de responsabilité du fait du produit. Qu'est-ce que le produit même? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais la Commission européenne a lancé une révision de la directive de 85 sur la responsabilité du fait du produit, justement pour intégrer l'intelligence artificielle et redéfinir la notion de produit. Et la notion de fabricant. C'est qui le fabricant du produit aujourd'hui dans un système qui fait intervenir beaucoup de ces composantes qui n'étaient pas présentes évidemment dans les années 80. Donc en fait, aujourd'hui, il ne peut pas faire et il ne prendra jamais le risque de donner une garantie à un tiers sur quelque chose qui a un contour flou et qui va bouger dans le temps. Je vous remercie de tout cela. Merci beaucoup, Laurent Midrier, pour votre intervention. Grâce au respect du temps, vous nous permettez de tenir l'objectif. C'était 12h45. Donc, s'il y a une ou deux questions en 2 minutes, avec grand plaisir. Non? Tout le monde a faim, je pense. Si, il y en a une. Bonjour, comment est-ce que vous intégrez la blockchain dans le mécanisme de certification? 2 minutes, hein, Laurent. Oui. Pour l'instant, on ne l'intègre pas. C'est bon, merci, Laurent. Non, je vous donne on n'a rien publié, on n'a rien dit, mais voilà à peu près finalement, la blockchain, c'est un protocole qui permet de vérifier que on ne va pas modifier une information à un moment où elle a été rentrée dans le système. Finalement, elle peut donner une garantie de non-modification, de non-falsification. Donc elle peut être utile pour la certification, mais elle ne sera pas suffisante puisque quand on certifie, nous, on vérifie qu'il y a toujours quelque chose de tangible à côté. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez du jus de pomme bio, vous, ce qui vous intéresse en tant que consommateur, c'est le jus de pomme que vous buvez. Donc à un moment ou à un autre, la blockchain peut être utile pour garantir un certain nombre de traçabilité de l'info, mais si l'information qui est entrée dans la blockchain n'est pas bonne, et là, à un moment, il faut recoller l'information digitale et l'information physique, il y a besoin d'aller voir sur place. Donc en fait, la blockchain pourra être utile demain dans un aspect de traçabilité, mais ce n'est pas ça qui permettra de faire la certification toute seule. Il faut que ce qui est tangible, ce que l'humain va voir, va boire, va manger, quelqu'un ait vérifié que ce qui a été mis dans la blockchain était juste au moment où ça a été mis.